Nous avons brièvement évoqué tout à l'heure comment dire, le passage vers une approche plus sioniste. Hein. Pivert tout à l'heure a parlé de l'assionisme de Manitou au début des années 50, et puis une évolution qui est intervenue à la suite d'un voyage en Israël. En fait, toutes les révolutions se préparent par une évolution. Cela a cristallisé quelque chose de très profond, qui était aussi de l'ordre du désarroi d'ailleurs. C'est la rencontre avec le Rav Tzvi Yehuda. Je me souviens, nous sommes venus avec un premier groupe d'étudiants d'Orsay, passer un séminaire à Jérusalem. Je me souviens de la première nuit où j'ai eu le privilège d'avoir un cours personnel qui a duré pratiquement toute la nuit sur un sujet et qui m'a fait relire tout ce que j'avais appris dans ma vie à travers Israël. Alors là, c'est plus qu'une évolution, c'est vraiment une rupture, un changement d'identité. De juif, j'étais en train de me retrouver hébreu d'un coup. De juif, vous étiez en train de vous retrouver hébreu. Hébreu. Je crois que vous nous expliquiez ça tout à l'heure, parce que... Oui, je l'explique. Ça veut dire quoi, ça? Cela veut dire qu'il y a eu une très longue parenthèse historique de la diaspora, mais nous étions dans l'Antiquité la nation hébraïque qui avait reçu la révélation biblique. Nous étions restés plus ou moins fidèles à cette identité hébraïque, et avec le temps, les Juifs avaient fini par oublier en grande partie qu'ils étaient d'origine hébraïque. Subitement, l'État d'Israël fait que les Juifs redeviennent hébreux, c'est ça les Israéliens, et le problème, on en parlera bien sûr, le problème d'Israël, c'est de ne pas oublier son origine juive. Mais il y a eu 3 époques, et notre génération a eu ce choc de la mutation d'identité qui était à l'échelle du peuple juif en général. Le Rav Kook a été la charnière à travers laquelle cette mutation s'est faite dans la compréhension de la Torah. La Torah des Juifs de diaspora est devenue pour moi en une nuit la Torah d'Eretz Israël en hébreu. Mais alors si ça a été une illumination en une nuit, une révélation, comment se fait-il, là c'est une question de journaliste, comment se fait-il que vous soyez retourné en France, que vous ayez passé encore 12 longues années jusqu'à la guerre venir en Israël? Parce que, bon, vous pouvez peut-être... Est-ce que c'était pour sioniser les Juifs de France, pour les convaincre de ce message, ou il y avait autre chose? C'était une stratégie, bien sûr. Mais les professeurs, quand ils ne veulent pas répondre à une question, disent « bonne question ». Mais cette fois, c'est une bonne question parce que la réponse est importante. J'ai tout de suite pris conscience de cela, que nous étions diaspora d'Israël. L'État d'Israël, la société israélienne n'existait pas, elle venait à peine d'exister. Nous avons été la diaspora du 2e royaume de Juda il y a 2000 ans. Et puis subitement, il fallait régulariser notre identité diasporique et devenir la diaspora d'Israël israélien. Nous sommes cette génération qui a eu le privilège d'avoir des maîtres comme le Rav Kook qui nous ont permis cette traduction. C'est déjà la 2e dans l'histoire de ma vie à l'échelle individuelle. Et je dois dire que la société israélienne est en train de vivre cette gestation. Nous qui avons eu, encore une fois, ce privilège, l'enseignement du Rav Kook, eh bien, nous l'avons fait dans la joie d'une étude renouvelée, réhébraïsée, si j'ose dire. Est-ce que le Rav Kook vous a dit retournez à Paris Alors j'y arrive. Chaque fois que je devais retourner à Paris, je lui demandais la permission de retourner en Angola, alors en diaspora. Alors il me disait mitzvah sha'ani. Si c'est pour une mitzvah, c'est différent, tu as le droit. Il me disait laïlato. Ça veut dire bonne nuit, mais reviens. En fait, c'est à la guerre des 6 jours que je lui ai dit, eh bien, je ne peux plus passer une autre guerre dehors, je rentre. Il m'a dit, eh bien, tu as mis le temps de te décider, parce que chaque fois, il me disait, attends, tu travailles là-bas, quand le temps sera venu, tu viendras. J'ai répondu à votre question. Pas mal, oui, pas mal. Oui, enfin, oui. Est-ce que le Rav Kook a lancé cette idée de créer un centre comme Mayanot? C'est même lui qui a trouvé le nom. Malheureusement, cette merveilleuse école a dû fermer ses portes. Oui, c'est un chapitre qui sera peut-être un jour écrit et qu'on ne comprend pas encore très bien, mais je dirais quelques phrases à ce sujet. À la Sortnout aussi, il y a des élections et des changements de régime. Alors, lors d'un changement de régime à la Sortnout, la Machlaka dont dépendait Mayanot est passée sous la férule
d'un conservateur qui a vu dans Mayanot une école trop sioniste orthodoxe et qui l'a permis. Ça y est, il a réglé ses comptes. Et c'est un comble que ces agents juifs considèrent que Mayanot est non, une je crois école trop que sioniste. c'est réel. D'ailleurs, c'est la raison essentielle, c'était trop sioniste. Bien, en tout cas, ça ne vous a pas empêché de continuer votre action et vous avez, tout de suite après la malencontreuse fermeture de Mayanot, vous avez ouvert le centre Yaïr à Jérusalem et ensuite, alors, c'est pourquoi le centre Yaïr? Est-ce que c'est la même chose que Mayanot ou une autre approche? L'objectif, c'est de pouvoir donner un modèle d'approche, encore une fois, de l'étude en vue de reconstruire son identité et qui permette aux Juifs devenant israéliens de ne pas tomber dans ce piège de l'éclatement où la Torah d'un côté et pas Israël, de l'autre côté Israël et pas la Torah. Et nous avons essayé de reconstituer pour la population francophone, mais beaucoup d'Israéliens non francophones d'origine s'initient à cette manière d'être israéliens aussi, une sorte de témoignage de l'unité du peuple juif à l'échelle de la communauté, à l'échelle de la collectivité, l'option individuelle pouvant être avec un accent un peu plus profond, soit du côté de la religion, soit du côté du nationalisme, soit du côté de l'humanisme, mais redonner ce modèle de l'unanimité anonyme, comme j'aime beaucoup dire, de la communauté. C'est le résultat de l'expérience de tous ces mouvements français ou francophones. Ça manque en Israël, ça manquait en Israël, ça existe maintenant, ça manque encore, mais je crois que s'il y a quelque part un témoignage que c'est possible, c'est dans ce milieu francophone dont le centre Yaïr est un des instruments, peut-être l'instrument privilégié. En dehors, il y a, on parle français, alors les mots sont un peu rudes, ou les orthodoxes qui ne reconnaissent Israël que de facto, ou des nationalistes qui ne veulent en rien entendre parler des origines juives et donc de la Torah. On me pose souvent la question dans mes voyages ou même en Israël même, qu'est-ce qui vaut mieux? Être un juif pieux à Sarcelles ou être un juif athée dans un kibboutz en Israël? Ma réponse était toujours de dire, est-ce qu'on ne peut pas être normal? Mais dans cette quête, dans cette recherche de la normalité, vous avez choisi quand même la voie religieuse. Il y a des Israéliens, des penseurs israéliens qui perçoivent la normalité israélienne d'une manière différente. Donc on peut être normal de plusieurs façons. Et est-ce que vous cherchez, Manitou, est-ce que ce que vous cherchez, c'est l'harmonie? Oui. C'est la conciliation. C'est ce qu'on appelle, nous avons dans notre jargon mouvement jeunesse français, le pluralisme. La collectivité, elle, a une authenticité totale. L'individu s'insère dans son équation personnelle. Encore une fois, c'est le modèle français. Et nous avons énormément de difficultés avec les autres modèles culturels, anglo-saxons, germaniques ou autres, polonais surtout, hongrois, etc. Où c'est ou d'un côté ou de l'autre, et comme si nous devions être... Je vous donne un autre exemple. En ce qui concerne le sionisme, l'engagement sioniste, là, il n'y a pas de doute que nous sommes les témoins d'un cheminement. Comme nous sommes contemporains de la mutation d'identité à l'échelle du peuple, alors il y a parfois à l'échelle individuelle un décalage de temps. Il faut arriver à résorber le déphasage. Seulement, ce que nous essayons d'expliquer, c'est que nous sommes pris dans une accélération des événements à l'échelle universelle et planétaire qui nous oblige à un engagement beaucoup plus rapide. Je me trouve souvent en France, j'allais dire à l'étranger, mais on parle français, alors je dis quand même à l'étranger, en France, et on me pose souvent la question suivante. Mais est-ce qu'il y aura de la place pour tous les juifs en Israël? Et j'ai l'habitude de répondre, en tout cas je crois que pour un, il y a de la place, c'est celui qui a posé la question. Et voilà, le problème c'est d'arriver à faire une atama, une adaptation entre le problème de la collectivité et le rythme de l'individu. Je crois que l'ambition de Yaïr, c'est d'être un milieu où cela est vivable et de ne pas entrer dans les moules de type couvent
conventionnel. Mais quand vous dites Yaïr, Manitou, c'est la société israélienne que vous avez en vue. Absolument. C'est comme ça que vous voudriez que la société israélienne... Exactement. Yaïr se considère comme une sorte d'antichambre entre la diaspora, qu'elle soit française, c'est notre cas, et l'identité israélienne hébraïque. Que vous vivez déjà depuis bientôt un quart de siècle. Alors en tant qu'Israélien, depuis un quart de siècle pour un Israélien, c'est pas mal. Il y a pas mal d'Israéliens qui sont venus beaucoup plus tard, notamment les 400 000 de l'Union soviétique. À leur égard, par exemple, à l'égard de ces juifs-là qui arrivent aujourd'hui, les juifs d'Éthiopie, les juifs du RSS, quel message, après ces 25 ans d'expérience, de pensée, de réflexion, de vécu israélien, quelle vision d'Israël voudriez-vous leur apporter? D'abord, les accueillir en faisant une fête. Parce que finalement, c'est des membres de notre peuple qui reviennent d'horizons perdus. Avant de commencer à formuler des équations d'ordre idéologique ou de catéchisme ou de Shulchan Aruch et de chercher à la loupe si ça coïncide avec telle ou telle manière de définir une identité religieuse ou pas, il faut faire la fête du rassemblement. De telle sorte de reconstruire cette participation à l'unanime de la collectivité, et ensuite, chacun, avec son génie propre, se range dans la perspective qui est la plus positive pour la société israélienne elle-même. Une perspective que vous avez définie comme hébraïque. Absolument, il y avait 12 tribus en Israël. Après 2000 ans de diaspora, il y a une seule tribu qui a gardé le modèle juif, c'est la tribu de Lévi, les Lévites. Mais il y avait 12 tribus, il y a 12 manières d'être Israël. Réhouven, Shimon, Lévi, c'est Lévi. Et puis les autres, nous sommes repliés dans l'identité Lévi pour pouvoir rester juifs, hébreux en tant que juifs. Maintenant que nous redevenons hébreux, eh bien, il faut qu'il y ait les autres profils, parsoufim, les autres panim. Tout ça est en cours. Mais j'espère que cette expérience du milieu francophone que nous avons eu, dont on a raconté que des jalons, pourra enrichir l'expérience de la société israélienne à travers donc en particulier